De l'autre côté du continent, dans le nord Nigeria, le paysage colonial était très différent. En l'absence de colons blancs, les choses se déroulaient comme avant. Les Anglais se contentaient donc de superviser de loin. Placé sous la direction de Lord Lugard, c'est ce qu'ils appelaient le gouvernement indirect. Le gouvernement indirect signifiait gouverner par l'intermédiaire des rois locaux. Le gouvernement indirect était bon marché et très efficace. Les rois et les princes locaux maintenaient la paix, la loi et l'ordre dans leur propre intérêt, comme dans celui des Britanniques. Des deux côtés, au sommet, on avait beaucoup à y gagner. Ainsi, des rois comme l'émir de Katsina pouvaient conserver leur pouvoir et même accroître leurs privilèges personnels. En ce qui concerne la plus grande partie du Nigeria, le gouvernement britannique ne représenta rien pendant de nombreuses années. Dans les régions éloignées, la vie continuait comme si les Anglais n'existaient pas. Si vous regardez une région comme le Nord, par exemple, le siège de l'émir et ceux des chefs de district pouvaient ressentir l'impact immédiat de la présence britannique. Tandis que les villages continuaient d'être administrés exactement comme avant. À une différence près, les habitants devaient payer l'impôt à un nouveau pouvoir. Les Anglais constituèrent un corps d'Africains dénommé administrateurs indigènes, engagés dans le système. Les salaires étaient appréciables. Ils disposaient d'un pouvoir dont ils se servaient pour s'enrichir personnellement aux dépens de leurs sujets. Par conséquent, la réussite des Anglais fut largement due à la création et au développement d'une classe qui leur était acquise. Dans les territoires conquis au XIXe siècle, pas de droit politique pour les autochtones, les indigènes. Au départ, indigène est un nom commun qui veut dire les gens du pays. Et ce nom commun finit par devenir une sorte de stigmate pour désigner des gens qui étaient un peu sauvages, un peu barbares, moins civilisés. Et finalement, à la fin du XIXe siècle, à partir des années 1880, il y a des codes de l'indigénat, il y a un statut de l'indigénat qui en gros se définit par la négation de droits reconnus à la citoyenneté. Donc le droit à être représenté, le droit à élire, le droit, par exemple, à avoir droit à une justice à part entière, d'avoir un avocat, de pouvoir se défendre. La situation d'infériorité ou d'infantilisation du colonisé est souvent alourdie par un racisme que le XIXe siècle a développé, sans complexe. On vit apparaître les premiers hôpitaux modernes, les services vétérinaires et d'autres bienfaits de la vie occidentale. Mais c'étaient les Africains qui devaient payer toutes ces bonnes choses. Aussi, afin de se procurer de l'argent, ils commencèrent à exporter leurs récoltes. Cette époque de la moisson de l'argent prit une allure de croisière. Les arachides, récoltés ici au Sénégal, étaient un produit typique qui rapportait de l'argent à la fois aux agriculteurs et aux comptoirs coloniaux. Mais par ailleurs, le succès de cette moisson de l'argent créa des problèmes. La monoculture de l'arachide a été introduite pour des raisons industrielles, ni plus ni moins. C'est en 1848, je crois, que des Marseillais l'ont introduite ici pour fabriquer tout simplement de l'huile pour vendre ça sur le marché international. La tendance est née de spécialiser chaque colonie en fonction de ce qu'elle pouvait produire le mieux. Et on a donc toutes les zones sahéliennes ont été spécialisées pour la culture de l'arachide, des zones comme la Guinée pour la culture de la banane et le riz, et ainsi de suite. Mais ça, c'était en fonction, non pas des intérêts locaux des indigènes, de ceux qui habitaient ces terres-là, mais en fonction des besoins en matières premières des usines qui tournaient à Marseille, à Bordeaux et en Europe d'une façon générale. Ce qui était vrai pour l'Empire français l'était aussi pour toutes les autres colonies. Dans la Côte de l'Or, le cacao était le produit qui, à lui seul, rapportait autant d'argent que toutes les exportations des colonies.
le cacao était totalement cultivé et récolté par des Africains qui devaient le vendre aux Anglais. Tous s'entendaient pour le payer un prix artificiellement bas. Les agriculteurs du Ghana, à l'époque la Côte de l'Or, firent si bien qu'ils devinrent les plus grands producteurs de cacao du monde et donc de chocolat que les Africains ne consommaient pas. Mais les bénéfices étaient loin d'être partagés équitablement. L'historien ghanéen Adou Boahen nous dit: Sans aucun doute, les agriculteurs étaient escroqués. Les prix du cacao n'avaient aucun rapport avec ceux des marchandises importées. Nous n'avions pas notre mot à dire dans l'établissement des prix de nos propres marchandises, ni sur le prix des marchandises que nous importions. En Afrique, le colonisateur a supprimé l'esclavage, mais il va recourir à une pratique indéfendable, le travail forcé. Le travail forcé a été le fondement de l'économie coloniale des origines de la colonisation moderne dans les années 1880 jusqu'à son abolition au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et peut-être même jusqu'au milieu des années 50. Le travail forcé est en quelque sorte le corollaire du système de l'indigénat. Dans certains cas, ça a conduit à de véritables abus. Imaginez notamment les constructions de chemins de fer, et le plus fameux, c'est le chemin de fer du Congo-Océan, qui occupe une dizaine d'années, entre 1925 et 1934, qui est bien connu grâce au reportage d'André Gide ou d'Albert Londres, où l'on voit que des dizaines de milliers de travailleurs d'une région ont été emmenés dans une autre région, mal nourris, mal soignés, avec une mortalité considérable. Certains ont dit un mort africain par traverse. Donc ça a été, je crois, l'une des caractéristiques de la colonisation et l'une des raisons des révoltes les plus importantes contre la colonisation pendant les années 20 et pendant les années 30.